Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée au grand débat national, émission pour laquelle les rédactions de France 3, Centre Val de Loire et France Bleu, Orléans, Berry et Touraine s'associent. Bonjour Antoine. Bonjour Franck. Le grand débat dont l'un des thèmes majeurs reste les services publics. Une majorité d'internautes d'ailleurs s'est exprimée cette semaine. Ils réclament de la proximité, toujours plus. Évidemment, on veut tous des services publics au plus près de chez nous. Un hôpital, une école, un bureau de poste, une gare. Et évidemment, ce n'est pas toujours le cas. C'est peut-être même de moins en moins le cas, surtout en milieu rural. Nous avons donc invité sur ce plateau le maire d'une commune de 822 habitants, c'est très précis, le maire de Mosnes en Indre-et-Loire, près d'Amboise, Christophe Villemain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes confronté évidemment à ces problèmes de disparition, de raréfaction des services publics. Vous êtes aussi un maire entrepreneur, on en dira un mot tout à l'heure. C'est quoi d'ailleurs un service public précisément ? Est-ce qu'ils disparaissent vraiment en centre Val-de-Loire ? Et quels sont les besoins aujourd'hui ? Parce qu'en 2019, on n'a peut-être pas les mêmes besoins de services publics qu'il y a 20 ou 30 ans. Éric Chevet, vous pourrez nous aider. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, ancien élu local à Chartres et puis président surtout du CESER. C'est le Conseil économique, social, environnemental et régional. Vous avez une expertise évidemment sur cette question des services publics en centre Val-de-Loire. Et vous avez justement décidé de participer au grand débat national lancé par le président Macron. Sur le plateau également, Antoine, Isabelle Baudouin, bonjour, syndicaliste. Et un de vos combats concerne le maintien des bureaux de poste, que ce soit en secteur urbain ou en secteur rural, puisqu'il faut savoir qu'en ville également, on a des bureaux de poste qui ferment. Et puis avec nous aujourd'hui, Loïc Vaillant, président du CODEV de Tours, Métropole Val-de-Loire. Le CODEV, c'est ses conseils de développement et ce sont des instances qui sont à l'écoute de l'expression des citoyens pour éclairer l'action publique. Et puis au cours de cette émission, nous irons au Blanc, c'est dans l'Indre. Nous y retrouverons Claire Moreau du collectif C'est pas demain la veille. On évoquera avec elle la fermeture de la maternité locale. Un bras de fer qui a défrayé la chronique, bras de fer perdu. Sur place, Frédéric Denis de France Bleu Berry conduira cette interview, Antoine. Émission spéciale, grand débat et service public sur France Bleu Touraine, France Bleu Berry, France Bleu Orléans et sur France 3, Centre Val de Loire. C'est parti. L'organisation de l'État et des services publics, eh bien, c'est l'un des 4 thèmes du grand débat national lancé par le président de la République. Et dans sa lettre aux Français, parmi, je cite, les motifs de colère et d'insatisfaction, le président Macron cite les services publics qui sont trop éloignés. Dans le débat, la question posée, elle est comment rendre ces services publics plus utiles, plus proches et plus simples ? Je vous pose la question, Monsieur Villemain, maire de Mosnes en Indre-et-Loire. Pour moi, il y a plusieurs services publics. Il y a les services publics qui devraient être réellement des services publics, tels que par exemple le transport. Et puis il y a aussi les services publics qui ne le sont pas réellement. Moi, par exemple, j'ai rouvert dans ma commune des commerces. J'ai rouvert un salon de coiffure il y a quelques années. Il y a l'épicerie qui a rouvert. Il y a le bar, parce que d'une part, c'est du lien social. Et puis ça permet vraiment de rendre service au public. Par contre, alors ça ne va pas faire plaisir à Madame Baudouin, mais je ne me suis pas opposé à la fermeture de la Poste. Parce que pourtant, c'était un service public, mais qui n'apportait aucun service, parce que les heures d'ouverture, c'était 14h, 16h. Et en fait, lorsqu'on avait une lettre commandée à aller chercher, ceux qui travaillent ne pouvaient pas aller à ce service public. Et donc, ça posait réellement un problème. Parce qu'on est en train de s'apercevoir, et on peut logiquement se poser la question, est-ce que le service public est encore adapté à notre rythme de vie aujourd'hui, en 2019, avec le cas de la Poste, par exemple, avec des horaires trop étroits ? C'est juste que cette réduction d'horaire, elle répond à une logique mercantile, que c'est une stratégie mise en place par la Poste, qui en réduisant les horaires réduit de fait la fréquentation, puisque effectivement, vous avez complètement raison, dans ces horaires-là, qui peut fréquenter un bureau de poste 14h, 16h, si ce n'est les gens qui sont sans activité professionnelle éventuellement, et encore. Donc forcément, des bureaux qui ne sont plus fréquentés, au bout d'un moment, on dit ils ne servent plus à rien, et ça conduit au choix que vous avez fait vous, c'est-à-dire ne pas s'opposer à leur fermeture. Alors d'une manière générale, on a fonctionné jusqu'à maintenant en silo, en France, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide de la forme et du fonctionnement des services publics. Je vais vous poser la question, Loïc Vaillant, est-ce qu'il n'est pas temps finalement aujourd'hui d'essayer d'inventer un nouveau design de ce service public pour l'adapter mieux à notre société ? Effectivement, si par design vous considérez que c'est de la création pour l'usage, il faut inventer quelque chose de nouveau. On vient de le dire pour la Poste avec les nouvelles façons de travailler. Mais ça doit partir non pas des normes, des règlements, comme on a tendance à le faire en France, mais à partir des usagers. Et je dirais des usagers au sens potentiel, c'est-à-dire des non-usagers, parce qu'ils ne viennent pas parce que c'est ouvert simplement entre 14h et 16h, ou pas. Et ça peut se faire avec quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en France, c'est faire de l'expérimentation à partir d'une réflexion collective faite
par les usagers pour ce qu'ils imagineraient. Alors, pour prendre la Poste à Mosnes, ce sera sûrement différent de la Poste à Tours ou à Orléans. Comment on peut le construire? Mais il faut demander aux gens de Mosnes et pas à une direction quelconque. Éric Chevet, je rappelle, vous êtes le président du Césaire en Centre-Val de Loire. Est-ce que vous avez une cartographie des services publics? Comment ça évolue? Est-ce que c'est vrai que les services publics disparaissent en ce moment? Oui, et il faut signaler que spécialement dans notre région a la particularité d'être une grande région, même si qui est très peu peuplée, comparée aux autres, bien évidemment. Ce qui fait que, très clairement, en Centre-Val de Loire, on met 2 fois à 3 fois plus de temps pour accéder aux services publics, au sens de l'INSEE, que dans les autres régions de France. C'est une réalité. L'INSEE calcule des indicateurs qui sont très, très précis sur un certain nombre de services publics, et d'ailleurs, il faudrait distinguer ce qui est service public d'un côté et service au public de l'autre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ah oui, le service aux usagers, oui, Effectivement. Et donc, en Centre-Val de Loire, compte tenu de l'étendue de notre territoire et de notre faible démographie, eh bien, nous avons une difficulté supplémentaire en la matière. Alors évidemment en matière de transport, mais pas seulement en matière de transport, on aura l'occasion de le dire. Il y a une question qui est posée dans le cadre du grand débat, et ça rejoint peut-être ce qu'on a dit pour la Poste, c'est le président Macron qui la pose. Quels services publics doivent être rendus accessibles en priorité, selon vous, par Internet? Si je veux être un peu provocateur, Madame Beaudoin, c'est vrai que la Poste, aujourd'hui, on peut très bien acheter un timbre par Internet. Il y a plein de choses qu'on faisait avant avec un bureau de poste traditionnel qu'on peut faire en dématérialisé, en numérique. Donc, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses par Internet. On n'est peut-être pas obligé d'avoir un bureau de poste par village. C'est ce que j'allais vous dire. On peut faire beaucoup de choses par Internet. Maintenant, est-ce que c'est la société qu'on veut se construire? De tout dématérialiser, de supprimer le lien humain, de supprimer le lien social. Oui, c'est du choix politique. C'est ça. Je ne crois pas que ce soit un avenir qui garantisse effectivement la place de l'humain dans le contexte qu'on est en train de se fabriquer. Or, le bureau de poste, oui, il permet ce lien. Il permet effectivement d'avoir accès. Parce que la Poste, c'est pas uniquement acheter un timbre quand même. Ce serait un peu réducteur. Christophe Villemin, en 10 secondes, vous vouliez répondre, je crois, à Mme Beaudoin. Sauf que le maire de Mosnes. service qui était à la Poste, je l'ai transféré moi, au niveau du bar. Donc de 7h à 20h, on peut aller chercher notre lettre commandée, on peut acheter des timbres, on peut envoyer des courriers. Simplement, le service qu'on n'a plus, c'est le service bancaire qu'on n'a plus. Ça, je suis d'accord. Mais on a mis en place, par exemple, dans notre village, on a mis des navettes avec un partenariat avec le taxi local. Pour 2 €, les gens peuvent aller sur Amboise, 2 € aller-retour pour aller sur Amboise, pour avoir les autres commerces qui ne sont pas accessibles au village. Et l'autre intérêt aussi par rapport à la Poste, on va faire rapidement c'est parce qu'on a simplement, beaucoup de choses à voir, s'il vous ça plaît. permet aussi d'avoir un revenu complémentaire au niveau du bar. Et donc, ce qui permet aussi de maintenir des commerces. Et ça, c'est intéressant. Merci Christophe Villemin. Je rappelle que vous êtes le maire de Mosnes en Indre-et-Loire. Émission spéciale Grand débat et services publics sur France Bleu et France 3. On continue à être ensemble. Autre totem des services publics en France, la santé. Notre système de santé est lui-même malade, peut-être même est-il à bout de souffle. L'accès aux soins est de plus en plus difficile. J'aimerais vous poser la question, en répond qui veut. Est-ce que ça vous choque aujourd'hui quand des villes sont obligées de salarier des médecins généralistes pour faire en sorte de pallier les départs en retraite? Loïc Vaillant. Non, moi je ne suis pas du tout choqué parce que ce qui est important, c'est que le service soit rendu au public. Ouais. Le médecin, qu'il soit payé directement par l'État. C'est le cas de près de chez vous, en Indre-et-Loire, à Saint-Pierre-des-Corps, je crois. Exactement. Et le principal, c'est qu'on ait des médecins. Il se trouve que beaucoup de médecins préfèrent être salariés pour différentes raisons, parce que la vie a évolué. Le principal, c'est d'en avoir et de faire l'effort d'en avoir. C'est aussi ça, finalement, le fait de salarier, c'est de dire on va construire un service public. Après tous les hôpitaux, les médecins sont salariés. Donc, on peut construire, mais il faut probablement inventer quelque chose de nouveau et pas rester dans l'idée... Il y a les médecins de campagne, comme il existait auparavant, qui étaient tout seuls dans son coin. Ça ne marchera plus et ça ne remportera pas le service qui est demandé par la population. Alors justement, la santé, c'est un service public. Est-ce qu'on ne pourrait pas, je vais mettre les pieds dans le plat, mais obliger des médecins à s'installer dans certaines communes ou certains quartiers où il n'y a personne? Après tout, c'est bien l'État qui décide d'ouvrir tel collège ou telle école à tel endroit et d'y mettre des profs. Ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'on ne pourrait pas forcer les médecins, notamment les jeunes, assortis de leurs études, à s'installer? Je ne sais pas, M. Chevet, par exemple, sur cette question. Oui, alors c'est une question qu'on débat largement, effectivement. Est-ce qu'on doit être dans l'accompagnement et faire en sorte qu'il soit plus facile de s'installer dans certaines régions plutôt que dans d'autres? Je pense que notamment, il faudrait peut-être revoir le système de conventionnement aujourd'hui, qui pourrait être un moyen de flécher, tout en laissant quand même la liberté d'installation à des gens qui ont quand même fait 10 ans d'études et qui ont peiné pour arriver là où ils en sont. Et donc, on pourrait imaginer des systèmes. Avant de passer à la coercition, je pense qu'il faut expérimenter d'autres systèmes. Mais c'est vrai que, de toute façon, notre problème, c'est qu'on n'a pas formé suffisamment de médecins. Très clairement, du moins en Centre-Val de Loire, nous n'avons pas assez de médecins formés. Donc, la solution à moyen terme et à long terme, c'est de former des médecins
pour le Centre Val-de-Loire. Ça, de mon point de vue, c'est indispensable. En tout cas, l'accès aux soins de plus en plus compliqué. Voilà un exemple parlant. Écoutez bien, c'est celui de la maternité du Blanc. Nous sommes dans l'Indre. Elle est fermée depuis quelques jours. Les internautes se sont encore une fois beaucoup exprimés cette semaine et beaucoup regrettent cette fermeture. Frédéric Denis de France Bleu Berry est sur place. Bonjour Frédéric. Là, on est vraiment dans le concret parce qu'on n'accouche plus au Blanc. Oui, bonjour Franck. Effectivement, ici à l'hôpital du Blanc, ça fait 8 mois depuis fin juin précisément qu'on n'accouche plus. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Claire Moreau. Bonjour Claire. Bonjour. Vous représentez le collectif citoyen C'est pas demain la veille qui lutte justement contre la fermeture de la maternité du Blanc. Concrètement aujourd'hui, ça se passe comment pour les mamans qui doivent partir accoucher ? Eh bien, du coup, elles peuvent aller accoucher à 1 heure de route dans 3 hôpitaux qui sont autour de la ville du Blanc, donc à Châteauroux, à Châtellerault ou à Poitiers. Et c'est 60 km à chaque fois minimum. Et donc, c'est 1 heure de route minimum, sans compter le verglas, les animaux, les travaux, le fait qu'il n'y a pas de couverture réseau sur tout le parcours. C'est énormément de stress pour ces mamans et ces papas qui s'apprêtent à faire cette route, puisqu'il y a la peur d'accoucher dans la voiture, d'être seuls à devoir gérer cette situation. Voilà, des femmes n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'à ces hôpitaux et il y a déjà eu un accouchement aux urgences de l'hôpital. Voilà. Vous dites on met effectivement ces mamans en danger et on met également l'hôpital du Blanc en danger puisque vous craignez maintenant d'autres fermetures de services. Oui, c'est-à-dire que comme à Saint-Claude, l'hôpital de Saint-Claude dans le Jura, la fermeture de la maternité, ça s'est pas arrêté là en fait. Suite à ça, la chirurgie a fermé et c'est ce que nous on a peur ici, c'est que sans la maternité, comment l'hôpital peut continuer à tenir ? Et nous avons besoin de chirurgie et d'urgence ici au Blanc. Alors il y a déjà eu une tentative de l'hôpital de Châteauroux qui gère celui du Blanc de supprimer pendant le week-end le bloc opératoire. Évidemment, le comité de défense était présent et donc sous la pression des habitants, ça ne s'est pas fait. Mais nous, on a vraiment très peur de la disparition de notre hôpital. Ça veut dire que le combat continue. Justement, Emmanuel Macron a lancé le grand débat. Il y a eu des débats ici sur l'avenir de la santé sur le territoire du sud de l'Indre. Est-ce que vous êtes optimiste justement sur les résultats de ce grand débat en matière de services publics de santé dans les territoires ? Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir de tous ces échanges. Nous, on est allés membres du collectif, tous les habitants participent. Il y a eu un débat au Blanc cette semaine sur la santé particulièrement qui va être remonté dans le cadre du grand débat. Après, est-ce qu'on va vraiment être écoutés ? Nous, il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques semaines, nous venons d'avoir la réponse de l'Agence régionale de santé qui nous a écrit un courrier. Nous étions déjà allés voir un conseiller de Madame Buzyn, la ministre de la Santé, et tous les deux nous répondent la même chose. Nous avions demandé à ce que nous soyons un site d'expérimentation pour les lieux, les espaces ruraux, en fait. On vous a dit non. Et on nous a dit que non, en fait, il n'y aurait plus de maternité, et puis c'est tout. Donc et on ne trouve pas d'autre solution. Vous êtes donc pessimiste. Merci beaucoup, Claire Moreau, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Vous étiez donc en Blanc en compagnie de Frédéric Rioux et Samuel Foucault. Est-ce que ce n'est pas une illustration assez intéressante, je me tourne vers vous, Madame Baudouin, de la CGT de la Poste, parce que là on voit qu'il y a une mobilisation, c'est presque une union sacrée entre les élus locaux et les citoyens. Ils sont beaucoup mobilisés, ils sont beaucoup battus, même au niveau national. On a entendu parler de cette maternité du Blanc, mais ils ont perdu quand même, parce qu'il y a eu une décision, il y avait aussi des raisons de sécurité sanitaire qui a été prise. Est-ce que ça veut dire que les citoyens, la base n'est pas assez écoutée quelque part ? Ah mais ça me paraît une évidence. Il y a un choix politique qui est effectivement de réduire les coûts à tout prix, indépendamment des risques qu'on fait prendre aux mamans et au stress qu'on va générer chez ces personnes qui sont déjà fragilisées, parce qu'une grossesse, c'est quand même pas anodin. Il y a un choix politique et effectivement, on n'écoute pas les citoyens, c'est une évidence. Enfin, la maternité du Blanc, c'est quand même un exemple très, très emblématique. On pourrait en prendre d'autres, hors de la région, c'est pas le seul, malheureusement. Mais à partir du moment où, effectivement, en haut, on a décidé quand le seul critère d'évaluation d'une situation, c'est l'argent qu'on perd ou qu'éventuellement on pourrait gagner, évidemment, on oublie les gens. Est-ce que sur ce plateau, il y a des gens qui défendent plutôt la fermeture de la maternité du Blanc, ou vous êtes tous d'accord à dire que c'est vraiment dommage de l'avoir fermée ?
C'est forcément dommage de l'avoir fermé, mais d'un autre côté, ça touche la santé. Et lorsqu'on n'a plus les moyens d'assurer la santé, est-ce que c'est pas mieux que de fermer? Alors je trouve ça dommageable, parce que là, on est dans le service public et on ne devrait pas parler d'argent dans la mesure où c'est vraiment là, c'est vraiment un service public, un service au public. Je pense que... Éric Chevet, Oui. je rappelle, vous êtes président du Césaire. Oui, je pense que sur ce dossier-là, il me semble qu'il n'y a peut-être pas suffisamment été mis dans la balance la physionomie du territoire régional. Et très clairement, l'organisation du territoire régional ne peut pas être imaginée déjà suivant des limites administratives qui sont des limites qui sont quand même très artificielles, ni même d'ailleurs suivant des limites régionales, puisqu'il y a des influences entre les bassins de vie d'ici ou là. Et singulièrement sur la zone du Blanc, le bassin de vie, on le sait très bien, il est plutôt orienté vers Poitiers. Donc il y a des interrogations sur la façon dont on a abordé en fait cette problématique entre la santé et le territoire, et je pense que c'est un gros problème. Merci Éric Chevet, président du Césaire en Centre-Val de Loire. Nous sommes toujours dans cette émission spéciale Grand débat et service public sur France Bleu et France 3. Et c'est pour ça que nous allons parler de l'école maintenant, Antoine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'école, l'éducation, la formation ne font pas partie du grand débat. Beaucoup d'enseignants, de spécialistes de l'éducation d'ailleurs le regrettent. Mais en effet, l'école, ça a été très peu évoqué par Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français. Et puis ce n'est pas dans les thèmes du grand débat, je le disais. Puis les Gilets jaunes eux-mêmes n'en ont pas parlé. Ils ont parlé des taxes, de la fiscalité, du pouvoir d'achat, d'écologie, de démocratie, mais pas d'école. Pourtant, j'ai envie de dire, l'école, c'est la base de tout, y compris peut-être c'est la solution, l'éducation, pour régler nos fractures françaises. Monsieur Villemain, je rappelle, vous êtes le maire de Meaunes, en Indre-et-Loire. Tout à fait. Nous, on se bat vraiment pour l'école et on fait en sorte vraiment d'accueillir des familles pour qu'elles puissent remplir les écoles. On a 3 classes et on a fait le pari de déplacer l'école et en plus, il y a adossé un centre pour enfants autistes. Et donc, il sera un projet pilote en France, un projet innovant. Donc, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Une musique, un sourire, et dans lequel c'est Francis Perrin, donc le parrain avec Véronique Jeannot. Et on espère bien de faire vraiment ce qu'on appelle beaucoup l'inclusion aujourd'hui, mais vraiment le mettre en application en projet pilote sur Meaunes. Ça, c'est pour les initiatives locales. Mais sur l'organisation de l'école en général, on nous rabâche depuis des années qu'on manque de profs. Je vais vous poser la question de Loïc Vaillant. Qu'on manque de profs, alors qu'il y a quand même un volant incroyable d'enseignants qui sont en attente de postes. Est-ce que la gestion des effectifs au sein de l'éducation nationale, c'est pas un vrai problème de fond, ça, déjà? On peut dire que ça rejoint aussi le problème des territoires, parce que c'est une gestion qui est nationale et qui ne tient pas compte des problèmes locaux. C'est l'éducation nationale, et c'est peut-être aussi pour ça que ça ne fait pas partie du grand débat, parce que ça ne sort pas, parce qu'on se heurte toujours au national. Et là, l'exemple qui vient d'être donné, c'est justement une initiative de la base, et on voit bien qu'en fait, pour bien faire en sorte que le service public de l'école soit bien fait, eh bien, il faut faire au plus près. Et on voit que pour l'école, quand on dit le plus près... Donc la solution, c'est le département, du cas par cas, finalement. Le cas par cas, non, mais c'est parce que les problèmes de proximité, on ne peut pas les régler à Paris. En revanche, après, il faut trouver. C'est vrai qu'on le dit souvent, l'université, on va discuter avec la région, et également avec l'État, mais avec la région. Les lycées, franchement, on a une réflexion qui est au moins départementale. L'école, si on n'écoute pas les maires des petites villes, c'est bon, le problème, l'école, c'est aussi un problème pour les grandes villes, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est de garder les écoles de proximité pour ce service qui est vraiment de proximité. Il faut s'adapter. Et l'État ne sait pas s'adapter aux disparités régionales. Antoine, toujours sur l'école. Est-ce qu'il faut vraiment plus de profs? Est-ce que c'est ça vraiment la solution? Parce qu'il faut des profs devant les élèves. En même temps, je regardais les chiffres. Depuis 1970, le nombre d'enseignants par élève n'a cessé d'augmenter. Et on n'arrête pas de nous dire qu'au niveau des résultats, la France était de pire en pire dans les classements. Est-ce que c'est vraiment une question d'effectifs? Je ne sais pas si vous avez une analyse. Isabelle Baudouin, vous êtes syndicaliste, alors vous êtes à la Poste, mais j'imagine la question des effectifs d'agents publics, ça vous parle, évidemment. Évidemment, ça nous parle. Et la solution, c'est forcément toujours plus de moyens, plus de moyens. Je pense que oui. Enfin, c'est pas l'unique clé pour ce serait trop facile que ce soit que cette solution-là. Mais forcément, c'en est une. Et des profs et pas que. Parce que dans un établissement scolaire, il ne faut pas que des enseignants. Il faut aussi du personnel pour encadrer. Il faut du personnel le matin pour accueillir les enfants. Il faut du personnel le soir pour les parents qui ne peuvent pas venir les chercher à la sortie. Le problème, ce n'est pas juste l'effectif enseignant, même si c'en est un. Parce que malgré tout, l'effectif par classe, lui, il n'a pas diminué, quoi qu'on en dise. Mais c'est un tout, une école. Ça ne fonctionne pas qu'autour des enseignants. Émission spéciale, grand débat et service public sur France Bleu Touraine, France Bleu Berry, France Bleu Orléans et sur France 3 Centre Val de Loire.
On passe tout de suite Ouais, à il nous reste un petit peu de notre temps, thème. Antoine, pour parler de ce qui engendre souvent une contrainte, c'est la mobilité. La mobilité, en France, on sait faire, en secteur urbain, mais en zone rurale, eh bien, c'est très compliqué. Est-ce que vous avez l'impression, finalement, que le service public est à la hauteur en termes de transport et donc de mobilité en son nom et dans ses délégations? Alors, je ne crois pas. Je vais vous dire juste un chiffre. Entre 2013 et 2017, la fréquentation du TER a baissé de 4 points en Centre-Val de Loire. C'est pour vous donner une idée de... Alors, ça remonte un peu, il faut reconnaître, tant mieux. Ça nous pose un problème quand même, parce Mais qu'on oui, fait parce que rouler ça des TER qui sont exactement, quasiment vides, ça absolument. relève effectivement d'un choix politique, Et vous mais ça savez, coûte et vous cher. savez que la région, effectivement, a décidé de sacrifier des projets d'ouverture de nouvelles lignes pour sauver les lignes du quotidien, c'est-à-dire préserver les Courtalin-Chartres, les Tours-Loche, enfin, des lignes de proximité. Pour autant, il faut que ces lignes de proximité elles soient occupées pour qu'il y ait effectivement une réalité du service derrière. S'il n'y a personne dans les trains, ça ne fonctionne pas. Moi, je pense que sur ce sujet-là, encore une fois, comme le disait Loïc Vallant tout à l'heure, il faut de l'expérimentation pour amener du service de transport collectif, y compris en milieu rural. Monsieur le maire donnait un exemple tout à l'heure sur l'utilisation de taxis. Il faut faire confiance aussi, pour une partie, au développement d'un certain nombre de techniques et de méthodes dont on voit qu'elles apparaissent petit à petit. Je pense évidemment au système de convoiturage. Probablement d'ailleurs qu'il faut des politiques publiques pour l'expérimentation et pour les aider pour l'amorçage de ces nouvelles façons en fait, de mobilité. Mais aujourd'hui, clairement, c'est pas facile de bouger en milieu rural. Antoine, Vous parlez d'expérimentation. Est-ce que la solution, c'est pas la gratuité? On a 2 exemples en région Centre-Val de Loire. On a d'abord les transports scolaires Rémi. Ils sont gratuits là depuis 1 an et quelques. Et puis l'agglomération de Châteauroux, les transports urbains, c'est une des seules villes en France qui le fait, sont totalement gratuits. Visiblement, ça marche bien. Est-ce que la solution, si on veut moins de voitures, moins de monde sur les routes, moins de pollution, c'est pas la gratuité? Même si je sais que rien n'est gratuit dans notre société. Est-ce que quelqu'un a une réflexion là-dessus? Ouais. Moi, je crois qu'il n'y a pas Loïc une Vaillant. seule solution. C'est-à-dire qu'effectivement, la gratuité, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Ce n'est pas forcément la seule solution. Pourquoi? Parce que, en fait, les mobilités sont multiples. La gratuité, ça n'a pas de sens d'avoir de gratuité de transport en commun si vous n'avez pas de transport en commun. Il ne faut pas oublier ça. Quand on disait que la mobilité a beaucoup changé, 5 km distance travail-domicile à la fin du dernier siècle, 20e, actuellement 30 km en moyenne. Ce n'est pas simplement un problème rural, c'est un problème beaucoup. Oui. quotidien de tout le monde. Et ça, si vous êtes un petit peu loin, que vous devez faire d'abord un bus, puis un deuxième bus, ça ne fonctionne pas. Donc il faut avoir vraiment des idées. Et une des choses qu'il faut vraiment avoir en réflexion, c'est il ne faut pas simplement réfléchir aux besoins, mais aux pratiques réelles des gens. Et donc, c'est là, en ce sens, que je rejoins Éric Chevet sur la nécessité d'une expérimentation. Quelle est ma pratique réelle? La pratique réelle, et on l'a vu, c'est on ne peut pas se passer de voiture dans certains cas. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi ces gilets jaunes. Parce qu'on ne peut pas se passer de voiture. C'est pas parce que j'ai envie de prendre ma voiture. En zone rurale, Monsieur Villemain, en zone rurale, vous, par exemple, du côté de Maune, il n'y a pas de desserte ferroviaire. Et ça, c'est un problème, la mobilité, que vous connaissez parfaitement. Mais tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place ce système de taxi, ce partenariat, pour avoir Alors moi, je ne suis pas pour la gratuité à tout prix, parce qu'à un moment donné, ça veut dire aussi que tout le monde paye pour un service pour lequel on ne le rend pas forcément à tout le monde. Antoine, pardon, je vous laisse finir. Et donc, je trouve ça normal qu'il y ait au moins une participation financière. C'est ce qu'on a mis en place au niveau des taxis. On arrive quasiment au terme de cette émission spéciale. Antoine, peut-être le moment de faire un tour de table. Oui, est-ce que chacun, allez, en 15-30 secondes, peut nous dire, est-ce que vous êtes confiant dans l'issue de ce grand débat? Est-ce que vous pensez qu'on est bien parti, qu'on est capable de dialoguer, surtout de sortir de la situation et de trouver des solutions? Isabelle Baudouin, je rappelle, de la CGT dans le Loiret. Je suis assez peu confiante dans les résultats du grand débat, parce qu'on l'a vu, on l'a cité l'exemple de la maternité du Blanc, par exemple, des exemples où effectivement le gouvernement, l'État n'écoute pas ce que lui dit la population. Il y en a des tonnes. Pourquoi d'un seul coup, cette fois-ci, il va se mettre à écouter? Donc, bon, j'ai assez peu confiance dans ce qui sera fait. Par contre, les gens vont s'en saisir, oui, les gens s'expriment. Et la CGT y va au grand débat? Vous y allez, vous? Non. Non, pas sous la forme où il nous est proposé par le président. Éric Chevet, vu de la fenêtre du Césaire, confiant ou pas confiant? Confiant, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que depuis quelques semaines maintenant, les gens commencent à se reparler. Et il y a des lieux de débat. Ça recrée le du Césaire lien. est un lieu de débat, ça recrée du lien, effectivement. Et donc, c'est déjà un point positif. Maintenant, une fois qu'on va avoir tiré
après le 15 mars, les enseignements, la question de l'atterrissage est une question essentielle. Et notamment, ce que nous demandons, nous, Assemblée consultative, c'est d'avoir un retour sur nos propositions. Parce que nous mettons souvent des propositions, des recommandations sur la table, et nous n'avons pas de retour. Nous ne savons pas ce qu'en pense le décideur. Simplement nous dire si oui ou non notre proposition elle est intéressante, à quel terme elle peut être appliquée ou pas, pourquoi elle ne serait pas appliquée. Loïc Vaillant, au CODEV, à Tours Le Métropole, CODEV a qu'est-ce qu'on en décidé parle d'organiser des débats. Donc vous y croyez, c'est-à-dire vous y Donc croyez. on croit au débat. On croit au débat parce que ça va nourrir la réflexion locale, ça c'est certain. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un troisième pilier dans la discussion, il y a les élus et les citoyens lambda. Qu'est-ce que ça va devenir, je ne sais pas. Mais il y a aussi les services techniques, les experts. Et ça, le fait d'avoir des réflexions localement, quand on parle de l'adaptation des services publics, les gens qui portent les services publics écoutent eux. Christophe Villemain, vraiment, en 10 secondes, vous êtes le maire de Meaude. Est-ce que la solution, c'est pas un référendum, par exemple, localement? Est-ce qu'à l'échelle d'une commune, ça peut être intéressant de mettre en place des référendums? Non, j'y crois pas. Par contre, ce que je trouve positif, c'est le fait que les gens, effectivement, se reparlent tous entre Ah, mais il faut bien en sortir, à force. C'est bien de se parler. Eh bien, il faudra que des gens, des responsables, et c'est pour ça qu'ils ont été élus, prennent leurs responsabilités. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir accepté cette invitation, d'avoir débattu avec nous. Merci de nous avoir suivis sur France 3, également sur France Bleu, Orléans, Berry, Touraine. Merci Antoine pour cette collaboration. C'était À refaire, un plaisir, Franck, à refaire exactement. Bonne journée à tous. Bonne journée.